Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au 20h. Sénatorial 2013 affiche complète depuis hier après la nomination des 30 sénateurs et leurs suppléants. Retour sur quelques figures entrantes les différentes compilations. La Pojard dans le dossier de ce journal en première partie et dans la seconde escale consacrée au débat. L'UDC rejette avec ferveur la nomination de son militant comme sénateur suppléant à l'ouest du Cameroun. La décision transpire d'une réunion de crise qui se tient à Yaoundé, la capitale politique du pays. Et en sport football, péril sur la reprise du championnat de football d'élite. Les présidents des clubs campent sur leur position. Ils exigent le limogeage du général Pierre Semengue, le président de la Ligue professionnelle de football au Cameroun, avant toute reprise. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus et merci de nous retrouver sur le 20h. De la religion à l'ouverture de ce journal en ce jour particulier pour des chrétiens dans le monde entier. De nombreux fidèles ont célébré ce 9 mai 2013 la fête de l'ascension qui marque la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection, tout un symbole dans la vie des chrétiens. Dallas Tchana et Merveline Tapi. Ambiance festive dans la communauté chrétienne. Chants, louanges et prières ont meublé cette journée consacrée à la montée de Jésus-Christ au ciel. C'est une cérémonie qui s'est déroulée 40 jours après la mort du Seigneur Jésus. Donc 40 jours après, l'acte des apôtres nous dit que Jésus est monté au ciel. Raison pour laquelle nous, en tant que fidèles chrétiens, nous commémorons cet acte au jour le jour, avec l'espoir et l'espérance que nous le rejoignions un jour. Dans l'évangile tiré du livre de Luc et des actes des apôtres, il est recommandé aux uns et aux autres de vivre selon la volonté du Dieu Tout-Puissant. En tant qu'amis de Dieu, nous devons transcender tout ce qui est charnel et nous élever à la dimension spirituelle pour aussi accueillir, être avec l'esprit pour que cet esprit produise les effets escomptés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Occasion pour les fidèles chrétiens de renforcer leur foi et de vivre dans l'espérance. Il nous laisse un message concernant l'évangélisation, que nous puissions évangéliser comme il a commencé, que ce soit d'abord au sein de notre famille, au sein de la société, au sein de l'Église et dans toutes les nations. Quand vous avez un Seigneur, quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous, qui est mort pour vous, qui a souffert pour vous, qui est mort pour vous, qui est monté au ciel, parce qu'il fallait qu'il monte au ciel pour aller continuer à s'occuper de nous là-bas, eh bien je ne peux être que content, très très content. Donc, ce 40e jour marque la fin de la présence physique de Jésus-Christ sur terre, après sa mort et sa résurrection, mais il ne laisse pas l'homme tout seul. Avant le départ, Jésus a promis à ses disciples d'envoyer un consolateur, un paraclet. 10 jours après, ce sera donc, n'est-ce pas, effectivement, la descente du Saint-Esprit. Selon les Saintes Écritures, le Christ intercède sans cesse en faveur de l'homme auprès de Dieu, le Père. En politique, comme annoncé en titre, l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, rejette avec énergie la nomination de son militant parmi les sénateurs suppléants à l'ouest du Cameroun, Yumi Kumpit Adamo, puisqu'il s'agit de lui, on se souvient, était tête de liste de l'UDC à l'ouest du pays où le SDF a pris 7 sièges après le scrutin du 14 avril dernier, après la consigne de vote donnée en sa faveur par le RDPC. Yumi Kumpit Adamo a donc été nommé hier par le président de la République suppléant au titulaire du poste, Ibrahim Bombonjoya, le sultan roi des Bamoun. La décision de rejeter cette nomination vient d'être prise à l'issue d'une réunion de crise de l'UDC qui vient de s'achever à Yaoundé. Yumo Kumpit Adamo annonce même une conférence de presse dans les toutes prochaines heures. Le Sénat camerounais fait désormais affiche complète après la nomination hier par le chef de l'État des 30 sénateurs comme le prévoit la loi. C'est un Sénat qui intègre et forces politiques et autorités traditionnelles et même la société civile. Voici la configuration de la Chambre haute du Parlement camerounais dans ce reportage signé Serge Alain Otto. Camerounaises, Camerounais,
Mes chers compatriotes, Paul Biya a complété à 100 la liste des sénateurs qui va siéger 14 mai. Ce que l'on sait, c'est que le président est allé chercher parmi ses anciens collaborateurs dans le pouvoir exécutif, dans l'administration, chez les auxiliaires de l'administration et même dans l'opposition. Ce clin d'œil de Paul Biya à l'opposition est visible à travers la nomination dans la région du littoral de Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP. Mais chose curieuse, il aura comme suppléante Marie-Mélanie Bell, dont les états de service dans le parti de Bello Bouba Maïgari restent peu connus. Autre surprise, c'est la désignation du sultan des Bamoun, Ibrahim Bombodjoya, comme titulaire à l'ouest. Il aura comme suppléant Yumo Koupit Adamou, tête de liste UDC au sénatorial du 14 avril. Parmi les 30 titulaires nommés, Paul Biya fait recours à une dizaine d'anciens membres du gouvernement et surtout 2 ex-premiers ministres, Peter Mafani Moussongé dans le sud-ouest et Marcel Nyandi Fendi à l'ouest. L'autorité traditionnelle verra 7 de ses pairs siéger à la Chambre haute, des fidèles de Paul Biya comme Ibrahim Bombodjoya ou encore Aboubakari Abdoulaye. Il occupe une place de choix. Le chef de l'État aura aussi choisi la voie de la nomination pour certains après que leur liste ait été disqualifiée par Elections Cameroun. C'est le cas de Dakole Daïsala, principale figure du MDR dans l'extrême nord, dont le seul crime était, on s'en souvient, de ne pas avoir respecté la disposition sur le genre. Réparation également à l'ouest, où le chef traditionnel Bandjoun et Baham, titulaire sur la liste RDPC, exclu de la compétition le 14 avril. Paul Biya a donc tranché ce 8 mai. Victor Jomo Kamga siégera au Sénat, tandis que Marx Pokam sera son. Et parmi les 30 sénateurs nommés hier par le président de la République du Cameroun figurent en bonne place quelques figures remarquables du pays. Peter Mafani Moussongé, chancelier des ordres nationaux, Pierrette Aïcha Ayato, qui est l'épouse de l'ex-premier ministre camerounais Sado Ayato, et Jean-Marie Ponmoni, très connu de l'administration pénitentiaire. Nos reporters les ont rencontrés hier, quelques minutes après leur nomination. Yannick Mbazwa. Son nom, Peter Mafani Moussongé, chancelier des ordres nationaux jusqu'au mercredi 8 mai 2013, aujourd'hui sénateur. L'ancien Premier ministre vient ainsi d'être choisi parmi les 30 sénateurs que devait nommer le président de la République. Je remercie Monsieur le Président de la République pour la nomination. Je vais tout faire pour mériter la confiance qu'il a placée en moi, en travaillant dur pour le bonheur de la République. Madame Aïcha Pierrette Ayatou a également bénéficié de la confiance du président de la République. L'épouse de l'ex-premier ministre Sadou Ayatou fera partie des 100 premiers sénateurs du Cameroun. Je me sens très honorée par cette nomination, que le chef de l'État ait pensé à moi, à mon département, à ma région. Je suis vraiment très honorée, à travers moi toute la famille Ayatou. L'ex-régisseur de la prison centrale de Kondengui, Pon Moni, siégera également dans la toute première chambre haute. Je suis un pénitentiaire. J'ai travaillé longtemps dans le milieu carcéral que j'ai révolutionné, j'ai humanisé, j'ai transformé ce milieu. Avec la nomination des 30 sénateurs par le président de la République, le tableau des tout premiers membres de la chambre haute affiche complet. Premier grand rendez-vous le 14 mai prochain, lors de la session de plein droit. Et dans la région du littoral où le RDPC a remporté les 7 postes électifs face à l'UNDP, le président de la République du Cameroun a nommé 3 acteurs. Le docteur Pierre Flambon-Gayap, pharmacien et secrétaire général de l'UNDP, l'ancien ministre Siegfried Etame Massoma et l'actuel chef supérieur du canton Bakoko du Vori, Sa Majesté Madiba Songé, d'y être surpris par cette nomination. Nos reporters sont allés à sa rencontre ce jour à Japoma, son village. Ils sont 30 appelés qui devront désormais compléter la liste des 100 sénateurs qui iront à la chambre haute du Parlement camerounais. Ils sont 3 désignés dans la région du littoral par le président de la République. Et parmi ceux-ci, Sa Majesté Madiba Songé, chef supérieur du canton Bakoko du Vouri. Le premier sentiment, c'est d'abord la surprise, ma très grande surprise.
pour la simple raison que je ne m'y attendais pas. Certains, parce que, comme chef traditionnel, j'ai souvent essayé d'être attentif à leurs sollicitations, à être à leur écoute. Ils estimeront que j'ai beaucoup plus de moyens maintenant pour le faire, alors que quelquefois ce n'est peut-être pas la réalité. Donc au total, ça fait une lourde responsabilité et une très grande charge émotionnelle. La nomination de ce gardien des traditions ne fait pas que de lui tout seul la satisfaction. Au premier degré, son compère du canton Adié Bakoko dans la Sanaga maritime. C'est un monsieur calme, pondéré, efficace et compétent. C'est pour ça qu'on l'a choisi. On ne pouvait pas faire autrement. Quand le chef de l'État, par exemple, choisit certaines personnes, il se base sur la sagesse des gens. Un sentiment de fierté que le canton Bakoko ait été parmi ceux qu'on a pensé à représenter les premiers sénateurs. Comme Sa Majesté Madi Basongué, chef du canton Bakoko du Vouri, pour le littoral, le choix du président de la République a été porté sur Pierre Flambongayap, pharmacien de profession et secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Devant son officine, quelques joyeux festois. Mais la grande interrogation reste, où est passé le nouveau sénateur? La liste des sénateurs pour le littoral affiche désormais complet avec la désignation de Siegfried Etamemassoma, ancien ministre, Pierre Flambongayap et Sa Majesté Madi Basongué, actuel président du Ngondo. Et délaissés par cet acte de nomination du chef de l'État camerounais, il y en a, mais des femmes continuent de revendiquer davantage de postes de décision au Cameroun. 20 femmes seulement sur les 100 membres du Sénat siégeront à la haute chambre du Parlement camerounais. Une représentativité qui est loin du vœu émis par des associations des femmes qui auraient souhaité que le secteur informel soit représenté au Sénat. Marcelin Gangsop. Avec les sénateurs du président de la République, les femmes n'ont pas dépassé la barre de 20 sénateurs titulaires. Elles étaient au nombre de 17 à l'issue du scrutin du 14 avril dernier. Paul Biya a complété à 20 en allant chercher dans les régions du Sud, du Nord et de l'Est. Ce qui est très loin du vœu émis à la veille des sénatoriales par le réseau More Women in Politics. Sur les 30 sénateurs qu'il a le droit de nommer, qu'il nomme au moins 10 femmes, pour ne pas le dire plus. S'il est cohérent avec sa logique paritaire, rien ne l'empêche de prendre la décision de nommer 15 femmes sur 30. L'association des Bayam Salam se réjouit tout de même des acquis enregistrés à la faveur de ces premières élections sénatoriales. Vous savez, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Donc nous ne devons pas dire que nous devons atteindre 50%. Comme nous sommes déjà à 20%, nous devons déjà démontrer que nous méritons d'abord ces 20%. Mais comme qui dit merci, demande davantage. Les femmes souhaitent avoir encore plus de sièges et de postes à la mesure de leur poids politique. Nous constatons que parmi les 20 femmes, le secteur informel n'y est pas représenté. Si nous, on n'a pas une représentativité là-bas, nous n'aurons jamais les gens qui vont défendre nos causes. Les prochaines consultations électorales se présentent dès lors comme une séance de rattrapage. Nous devons demander à nos sœurs de travailler, celles qui ont donc été élues au Sénat et nommées au Sénat, pour que la femme mérite. Les femmes doivent montrer leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'elles vont donner en plus si elles sont nombreuses à l'Assemblée ou bien dans les législatives ou bien dans les municipales? Pour un premier Sénat, les femmes ont pu rafler 20 sièges, sans compter les sénateurs suppléants, soit un taux de représentativité de 20%. Mais la marche vers la parité souhaitée a encore du chemin.
Voilà des femmes qui ont donc du pain sur la planche. Nous parlons d'autre chose à présent et nous allons dans la partie septentrionale du Cameroun où les populations de la ville de Maroua redoutent le manque de suivi et d'entretien des installations de la fibre optique fraîchement implantée dans leur localité. Ces inquiétudes interviennent à la suite de l'inauguration de ce chantier par le ministre camerounais des Postes et Télécommunications. Dans la partie septentrionale du Cameroun, nous retrouvons Amadou Daïro et Julien Gué. C'est avec beaucoup de réserve que les populations de Maroua apprécient la mise en place de la fibre optique de 3200 km par le ministre des Postes et Télécommunications. La présence de ces outils de l'information et de la communication pose un problème de maintenance et de suivi qui embarrasse les habitants de cette région. On ne peut pas vraiment faire un grand projet comme celui-ci et l'abandonner. Nous devons l'entretenir pour que ça se développe encore, pour que ça s'améliore encore davantage. Parce que nous n'avons rien à envier au pays développé, au pays des Blancs. Pour le ministre des Postes et Télécommunications, l'importance de la fibre optique est révélée. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues le nouveau nom du développement. Pourquoi? Parce que grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons booster toutes les activités humaines. Les populations de Maroua s'arrimeront désormais à la pratique de la télémédecine ou encore la vidéoconférence. Donc vous-même vous comprenez qu'avec cette technologie, nous avons rompu la distance qui fait entre les deux interlocuteurs. Donc chaque interlocuteur se voit comme si l'autre était de l'autre côté du mur et ils peuvent converser et discuter. Donc tout ça, on gagne le temps et de l'argent. Et ce sera un moyen pour les hôpitaux, ce sera un moyen pour nos dirigeants de discuter avec leurs collaborateurs en toute sécurité. À cela s'ajoute une connexion Internet à très haut débit. Ce projet, évalué à des milliards de francs CFA, vient élargir le réseau de fibre optique sur une distance de 6000 km. Jean-Pierre Bihiti-Biessam, ministre des Postes et Télécommunications, recommande aux habitants d'en faire bon usage. Barré-Bakem. Et l'arrondissement de Barré-Bakem dans le département du Mungo accueille son nouveau sous-préfet et c'est Prosper Abba qui a pris fonction lundi dernier au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département du Mungo. Le nouveau chef de terre devra donc veiller à la cohésion sociale entre les populations de cette localité, pas à l'abri de difficultés. Sandrine Babo et Cyril Djemba. Barré-Bakem, petite localité située dans le département du Mungo. Ici, les populations vivent essentiellement d'agriculture, un atout qui ne leur garantit pas toujours la tranquillité. En effet, dans cet arrondissement, l'insécurité a fait son lit. De nombreux cas de cambriolage et d'agression sont enregistrés. En mémoire, le braquage à la brigade de Barré où les armes avaient été emportées. Les agriculteurs sont très souvent victimes de vols de leurs récoltes, notamment le café. Les conflits fonciers ne sont pas en reste dans cette localité. Allogènes et autochtones se disputent la paternité du territoire. Des problèmes qui ne rehaussent pas l'image de Barré-Bakem et que devra résoudre le nouveau chef de terre. Prosper Alain Abba a officiellement pris le commandement cette semaine au cours d'une cérémonie présidée par le préfet Thomas Ona. Voici votre sous-préfet. Il remplace à ce poste Pierre Désiré Minier, muté dans l'arrondissement de Mora, dans l'extrême nord du Cameroun, après 3 ans passés à la tête de Barré-Bakem. Le préfet du département du Mungo, après avoir rappelé au sous-préfet quelques obligations liées à ses nouvelles fonctions, a attiré son attention sur les différents défis qui l'attendent. Il faut veiller à la sécurité des personnes et des biens. Il faut préserver les social. Il faut travailler pour la promotion du développement économique, social et culturel de l'unité dont on a la charge. Il faut faire en sorte qu'il règne un climat d'harmonie et de sérénité entre les populations. Il devra par ailleurs s'atteler à préserver la paix sociale et l'unité entre les fils et filles de Barré-Bakem. Avant sa nomination, Prosper Alain Abba était premier adjoint préfectoral d'Edéa.
Et cette curiosité dans la préfectorale à 44 ans, Gilbert Guibaï Galdena est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. L'ex-sous-préfet de l'arrondissement de Njombe-Pendja a été remplacé à ce poste. La cérémonie de passation de service entre les sous-préfets entrants et sortants a eu lieu dans le département du Mongo. Steve Eboulé et Serge Alain Otto. À quoi peut bien penser Gilbert Guibaï Galdena, le sous-préfet sortant de l'arrondissement de Njombe-Pendja, au moment où le préfet du Mongo, Thomas Ona, demande aux populations de reconnaître en Noubelo leur nouveau sous-préfet. Gilbert Guibaï Galdena réalise enfin l'acte qu'il envoyait à la retraite à 44 ans seulement, d'après certains tabloïds, est effectif. Le décret du 22 avril du chef de l'État a placé à la tête de cet arrondissement un quadragénaire moulé à l'École nationale d'administration et de magistrature. 1999, en avril 2004, il est nommé chef des services fonciers à la direction domaine de l'ex-ministère. Cet originaire de la région du Nord mesure le poids de sa mission. Aux populations de Njombe-Pendja, je suis venu travailler avec elle en exécution des instructions du président de la République, du gouvernement de chacun des ministres. Pour cela donc, il faudrait qu'ensemble avec ces populations, avec les forces vives de cette unité administrative, que nous puissions préserver la paix et assurer son développement socio-économique. Njombe-Pendja, une localité cosmopolite et essentiellement agricole, promet déjà d'accompagner la nouvelle autorité administrative dans l'accomplissement de sa tâche. Le message que nous allons passer au nouveau sous-préfet, c'est de s'appuyer sur l'exécutif communal qui a fait beaucoup de réalisations et qu'il mette de côté les mauvais politiciens qui voudront l'embrigader. Parce que c'est le propre de certains mauvais politiciens ici en Njombe-Pendja. En même temps, on garde ici un bon souvenir du néo-retraité. Nous ne pouvons que lui souhaiter un bon départ de Njombe-Pendja et mettre le vœu que partout qui continue à œuvrer avec détermination, avec engouement et avec efficacité et compétence, comme il a eu à le faire à Njombe-Pendja. Très dur de prendre sa retraite dans la fonction publique à 44 ans seulement. Et le nouveau sous-préfet de l'arrondissement d'Eliré-Fomo dans le département de la Léquié, région du centre du Cameroun, a du pain sur la planche. Le chef de terre hérite d'une localité qui a mal à ses infrastructures, une aide-soignante et un directeur pour tout un hôpital, un seul point d'eau et des sources pour ravitailler toute la ville. La vie à Eliré-Fomo n'est pas un long fleuve tranquille. Marcelin Gansop. À peine sommes-nous arrivés à Eliré-Fomo que les plaintes ont commencé à fuser de partout. Premier arrêt, l'hôpital de district du Kouang. Créé en 2003, il manque de tout. Pas de personnel, pas d'équipement, encore moins de moyens de locomotion. Actuellement, l'équipe de soins de l'hôpital de district ne fonctionne réellement qu'avec un seul aide-soignant. Les premiers équipements n'étaient qu'à l'ouverture et le reste n'a pas suivi. Depuis que l'hôpital a été créé en 2003, il n'a jamais bénéficié d'une table opératoire. Quand il y a des cas évacués, les familles se débrouillent. Nous n'avons aucun moyen de locomotion. Nous nous intéressons ensuite à l'accès à l'électricité. Nous apprenons qu'Eliré-Fomo ne brille pas toujours. Les coupures sont si fréquentes que les populations ont été obligées de s'adapter. Pour la lumière, on coupe ça, maintenant on coupe encore, normalement à l'autre, on coupe encore. Vraiment, la gente est qu'avec ici. Si tu ne supportes pas la vie, tu ne vas pas vivre que cela. Venu installer le nouveau sous-préfet de cette localité, le préfet de la Léquié a dû lire son discours sans micro, faute d'énergie pour alimenter les appareils. Résultat des courses, il n'a pas été entendu par les populations. L'accès à l'eau potable est une autre paire de manches. Nous décidons de nous rendre à l'unique point de ravitaillement de la ville. C'est une source à améliorer, dont les fréquentations ne se comptent plus. C'est de l'eau à boire et on utilise ça pour le ménage. Ce n'est qu'avec l'eau aussi que la ville se ravitaille. Donc ce n'est pas vraiment facile. En saison sèche, il y a les bagarres ici pour avoir de l'eau. Tu viens, bon, même si tu trouves 100 bidons, tu es obligé d'attendre
Les déplacements constituent également un réel souci. Par exemple, pour partir de Lingfomo pour Yaoundé et vice-versa, il faut transiter par Obala, cette ville n'étant pas desservie par une agence de voyage. Nous sommes pourtant à une cinquantaine de kilomètres de la capitale politique, mais les populations qui habitent Lingfomo ont le sentiment de vivre dans l'arrière-pays. Il faut parcourir pour certains jusqu'à 5 km, sans compter quelques obstacles comme cette colline, pour parvenir à ce point d'eau, l'unique qui existe dans la ville de Lingfomo. Ici, ça John Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Voilà, merci Marcelin Gansop, ce n'est gain nulle part. Du sport football sous fond de crise pour refermer la première partie de ce journal. Péril sur les championnats de football d'élite au Cameroun, les dirigeants des clubs refusent de reprendre le chemin des stades tant que le président de la Ligue professionnelle de football reste en poste. Ils exigent le départ du général Pierre Semengue qui, à son tour, exige que les clubs se transforment en sociétés commerciales avant le versement des subventions. Les deux parties, manifestement, campent sur leur position. Jean-Paul Chouniata. À la suite du double échec du patron des sports, Adoum Garoua, de ramener à de meilleurs sentiments les dirigeants de la Ligue d'une part et les présidents de clubs de première et deuxième division d'autre part, l'Association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC, exige le départ du général Semengue de la présidence de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Dans un communiqué rendu public le mercredi 8 mai 2013, les membres de la SEC ont décidé de la suspension de leur participation au championnat d'élite 1 et élite 2 jusqu'au départ sans condition du président actuel de la Ligue, le général d'armée Pierre Semengue. Dans ce texte signé du président de la SEC, le patriarche Émile Onambele Zibi, les présidents de clubs d'élite suggèrent la tenue urgente d'une assemblée générale élective sous l'égide de la FECAFOOT en vue de la mise en place d'un nouveau bureau. Les présidents de clubs présentent le patron de la LFPC comme l'obstacle à la poursuite des championnats d'élite 1 et élite 2, plombés à moins 10 journées jouées depuis leur démarrage. Le général Semengue ayant suspendu les 10 championnats jusqu'à nouvel ordre, tant que tous les clubs ne se mueraient pas en société commerciale à objet sportif. Le communiqué de la SEC ressasse par ailleurs tous les actes du général, notamment celui de révoquer unilatéralement le secrétaire général de la LFPC, en violation de l'engagement pris par Semengue de respecter scrupuleusement les textes de la LFPC en matière de gestion des cadres de cette institution. Au sorti de la dernière réunion de crise tenue au ministère des Sports, président de club et président de la Ligue sont restés campés chacun sur sa position. Le grand arbitre de ce bras de fer a perdu son souffle. Adoum Garoua ne sait plus où tirer l'énergie pour faire retentir le coup de sifflet qui mettra fin à un match dont la durée compromet la poursuite des championnats d'élite 1 et élite 2. Élections sous fond de controverse dans les ligues décentralisées de la FECAFOOT, remous dans la tanière au sujet du recrutement d'un nouvel entraîneur sélectionneur pour les Lions, crise LFPC club d'élite, c'est la pagaille de trop qui menace l'avenir de tout le football camerounais, soutiennent des observateurs. Qui pourra donc dénouer toutes ces crises qui secouent le football camerounais? D'aucuns y voient que le président de la République, Paul Biya, pour siffler la fin de la récréation. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous propose de nous retrouver dans la seconde escale consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Nous retournons sur l'acte de nomination des 30 sénateurs pour compléter la liste des premiers sénateurs au Cameroun. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau débat de ce 20h, Maître Simon-Serge Kakap. Bonsoir. Bonsoir, Samuel Maroc. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Le président de la République a pris dans un décret hier qui nomme les 30 sénateurs titulaires et leurs suppléants comme le prévoit la loi. Le président avait 10 jours après la proclamation des résultats pour le faire. Il a fait 24 heures avant l'expiration du délai qui lui est accordé par la loi. Est-ce que cela vous suggère un commentaire? Oui, j'avoue que objectivement, il est resté dans la stricte légalité. Donc, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en prenant ce décret, a posé un acte historique. Historique d'abord parce qu'en fait, à la lecture de ce décret, l'impression qui se dégage à l'observateur politique que je suis, c'est qu'en fait, le président Paul Biya
a posé là les jalons d'une véritable démocratie participative. Il a ouvert largement le Sénat à beaucoup de formations politiques. Vous avez constaté sur la liste de 30... Il y a des formations alliées aussi. Oui, en fait, avant... Il y a le MDR, il y a l'UNDP. Oui, tout à fait. À première vue, Fénelon, on peut penser que le président Biya a décidé de reconstituer sa fameuse majorité présidentielle d'il y a 20 ans. C'est l'impression qui se dégage à première vue. Mais quand on va plus loin, j'allais dire, dans cette lecture, dans la lecture de cette liste de sénateurs, on se rend compte que le président Biya a vraiment ouvert. Il a posé les jalons d'une véritable démocratie de consensus et une véritable démocratie d'apaisement. C'est vrai, vous allez me dire tout à l'heure qu'il y a des grincements dedans. Mais est-ce que cet argument n'est pas, est-ce que c'est pas un argument discutable? Parce qu'on aurait souhaité, s'il faut coller à cet acte de l'ouverture dont vous faites mention, des acteurs de la scène politique qui soient à l'écart d'une certaine entente, que ce soit dans un proche ou dans un avenir, dans un passé assez lointain. Non, je pense qu'en fait, il ne faut pas seulement faire une lecture politique de la situation. Ce qu'il faut surtout voir ici, c'est l'esprit qui sous-tend même la création et la mise en place d'un Sénat. Lorsque vous prenez les dispositions de l'article 20 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, il ressort clairement que le Sénat, c'est cette chambre parlementaire qui représente les collectivités territoriales centralisées. Donc en fait, quand il faut mettre en place ce Sénat, lorsque le chef de l'État a la possibilité de nommer les sénateurs comme la Constitution le lui permet, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il va au-delà des formations politiques. C'est pour ça que vous constatez sur cette liste de sénateurs qu'il allait chercher dans les chefferies traditionnelles. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas parcouru toute la liste, mais il m'est revenu qu'il y a au moins 2 fonds du sud-ouest et du nord-ouest. Il y a un fonds, je crois le fonds Moukete de Kumba, qui est un fonds de la région du sud-ouest. Il y a Sa Majesté Madiba Songhé, le secrétaire du canton Bakoko. Ça, c'est des autorités traditionnelles qui sont nommées tout simplement parce que justement le chef de l'État s'est inscrit là dans une logique d'ouverture pour mettre en place une véritable démocratie de consensus, une véritable démocratie participative. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais aimeraient quand même contribuer d'une manière ou d'une autre à la construction de l'édifice Cameroun. C'est pour ça que vraiment je pense que il faut qu'on fasse une analyse qui ne soit pas que politique. Il faut aller au-delà de l'aspect politique pour comprendre que c'est de la représentativité du peuple camerounais qu'il s'agit dans la mise en place de ce Sénat. Alors, quelle est la lecture que vous faites de l'absence d'un parti comme l'UPC? Non, écoutez, c'est vrai, c'est une situation assez embarrassante. Mais vous savez, je suis un juriste. Et chez nous, en droit, on dit souvent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. J'avoue que l'UPC, en ce moment, n'est pas en situation d'harmonie, n'est pas en situation de sérénité. Ce n'est pas le président Biya qui viendra trancher ces débats comme ça. Je pense que les UPCistes doivent se retrouver avec leurs convictions UPCistes, avec leurs convictions patriotiques pour régler leurs problèmes internes avant de prétendre à une quelconque nomination. Alors, nous venons de rendre une information tout à l'heure qui fait état de ce que l'Union démocratique du Cameroun a rejeté la nomination d'un de ses militants comme suppléant au poste de sénateur à l'ouest du Cameroun. Comment est-ce que vous appréciez d'abord cet acte de nomination du chef de l'État qui a choisi de nommer Yumoko Pitadamou comme sénateur suppléant à Ibrahim Bombonjoya à l'ouest du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas une curieuse consolation? Non, j'avoue quand même que vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Lorsque nous faisons l'exégèse du décret du chef de l'État, on se rend quand même compte qu'il y a quand même un certain nombre d'incongruités. Nommer quand même un membre de l'UDC à un poste de suppléant, je pense quand même qu'il y a problème à ce niveau. Mais maintenant, il faut aller plus loin dans cette situation pour comprendre. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a eu des consultations préalables avant cette nomination, ou alors ça a été une nomination... Mais est-ce que vous pensez que même s'il y aurait eu des consultations préalables avant cet acte de nomination, l'UDC aurait choisi un poste de suppléant? Non, c'est pour ça justement que je dis qu'à première vue, on peut dire qu'il y a une petite incongruité. Mais, bon, vous savez, l'acte de nomination est discrétionnaire. C'est le président Biya
Biya qui, dans sa stricte discrétion, a procédé à cette nomination. Je ne sais pas quelles en sont ces raisons. Mais en fait, le problème de fond, c'est que j'avoue quand même qu'un parti qui a quand même une grande envergure comme l'UDC ne mérite pas seulement un poste de suppléant. Donc, à titre personnel, je pense quand même que ce n'est pas très normal. Est-ce qu'à partir des différentes compilations qu'on a vues et avec l'acte de nomination des 30 sénateurs et leurs suppléants et les postes électifs, on n'a pas aujourd'hui une nouvelle configuration de la carte politique au Cameroun? Justement, il ne faut pas se leurrer. Par ce décret, le chef de l'État matérialise là le début de l'élaboration d'une nouvelle carte politique au Cameroun. Vous comprenez que lorsque vous prenez la configuration du Sénat, tel qu'il apparaît aussi bien de la liste des sénateurs élus que de la liste des sénateurs nommés, il va de soi que le RDPC tient toujours la part du lion. À côté de, comment dirais-je, du RDPC, il y a le SDF. Après, il y a l'UNDP qui vient d'avoir une consolation. Oui, un seul sénateur. Un seul sénateur en la personne du secrétaire général du parti, le docteur Pierre Famongayap, à qui, bon, je profite, c'est une voie de manifestation, en parenthèse, mais je dis sincèrement, c'est quelque chose de très, très important. Ça montre effectivement que, désormais, la nouvelle carte politique du Cameroun est triangulaire. Ça se dessine entre le RDPC, le SDF et l'UNDP. Et dans une moindre mesure, le MDR, parce que là... Est-ce qu'à ce niveau-ci, on peut continuer de faire la différence et la distinction entre le RDPC, le SDF, le MDR et l'UNDP? Non, en fait, il y a une autre leçon qu'il faut retenir. Lorsque je parle même de la démocratie de consensus, qui est en train d'être mise en place par le président Biya, cela suppose déjà une véritable proximité politique entre ces partis, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression... Je suppose que cette proximité, vous la mettez entre guillemets. Proximité, je ne sais pas si elle est entre guillemets, mais ce que je peux dire de manière péremptoire, c'est qu'effectivement, on note quand même des velléités de rapprochement aujourd'hui entre le RDPC et le SDF, ce qui suppose que dans un avenir plus ou moins proche, le SDF, j'allais dire, ne va plus se définir comme un véritable parti d'opposition. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a d'autres paramètres qu'il ne faut pas négliger. Et c'est ça qui est important dans ce décret. Et c'est des petites choses qui m'ont sidéré. Parce que j'ai le sentiment qu'à travers ce décret, tel que nous le lisons, il y a des déséquilibres, j'allais dire, tribalo, régionaux qui apparaissent. Parce que normalement, je vous donne un petit exemple pour comprendre. Quand vous prenez une région comme le centre, vous savez que la région du centre a 10 départements. Vous allez constater que chaque département de la région du centre est représenté par un sénateur titulaire. Lorsque vous prenez la région du littoral, et c'est ça la curiosité, vous allez constater que si les 10 sénateurs de la région littorale, il y a un département comme la Samaga Maritime qui ne s'en tire qu'avec un seul sénateur, en la personne de Mama Geneviève Chouès. Sénateur titulaire. Tête de liste RDPC dans Tout la à fait. du littoral. Je pense que le département du Cam aussi s'en tire avec un sénateur, en la personne du maire Simon Kingé-Nkonjok. Je ne me trompe pas. Vous allez constater que le Mungo a 2 sénateurs. Un sénateur élu à la personne de Jean-Gilles Bongengo et un sénateur nommé à la personne de l'ancien ministre Zifri David Taïmasoma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 6 autres sénateurs maintenant reviennent à qui? 4 sénateurs sont directement du département du Vouri. Et 2 sénateurs, c'est là la curiosité, j'allais dire, de cette liste. Vous trouvez 2 sénateurs qui sont originaires de l'Ouest. Alors qu'aucune autre région n'a des sénateurs qui ne sont pas originaires de l'Ouest. C'est pas, vous comprenez? Peut-être qu'il faut scruter... non, ce que je veux simplement dire, c'est que lorsque nous analysons la liste des sénateurs, la liste, les 2 listes même en fait, on a l'impression qu'il y a des départements qui sont dangereusement sous-représentés et ce n'est pas bien pour les équilibres politiques. Pour refermer ce plateau, puisque vous êtes la maître Simon Serge Kaka, vous êtes juriste, le régime de la suppléance, il y a beaucoup, comme on a vu tout à l'heure, l'UDC qui rejette l'acte de nomination parce qu'un militant a été nommé par le président de la République comme sénateur suppléant. Est-ce que la suppléance vaut? Quelle est la valeur de la suppléance? Non, la suppléance, c'est une notion qui a toujours existé en démocratie. Mais ce qu'il faut savoir de manière claire, c'est que le suppléant ne devient puissant qu'en cas d'empêchement du titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
lorsque vous prenez la notion de suppléance dans toutes les chambres parlementaires, qu'elles soient basses ou hautes, vous allez constater que le suppléant ne prend la place du titulaire qu'en cas de décès ou en cas de nomination de ce dernier à des fonctions incompatibles avec la fonction parlementaire. Donc, à première vue, le suppléant n'est pas, c'est quelqu'un d'important. Mais seulement, il ne devient véritablement important qu'en cas d'empêchement du titulaire. Tant que le titulaire est en poste, il occupe une fonction honorifique. Bon, mais simplement, je fais quand même observer, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que lorsque nous caricaturons la liste des sénateurs nommés, par exemple, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup là qui ont d'autres fonctions. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont abandonner leurs fonctions. Donc, certaines sont même incompatibles avec la fonction parlementaire. Donc, si quelqu'un est suppléant d'un sénateur qui a une autre fonction et qui refuse d'aller à l'Assemblée nationale, je pense que le sénateur, le suppléant va prendre son siège. Merci, Maître Simon Serge Kakak. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci d'avoir accepté ce plateau, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.